Madame, Monsieur, bonsoir. Belle et joyeuse année à toutes et à tous. Et pour cette première émission de l'année 2023, nous vous proposons une projection, une analyse des principales tendances économiques nationales, mais aussi internationales. Croissance, endettement, inflation, les défis de l'économie et les points à surveiller, en gardant en tête que la récession devrait frapper un pays sur 3 en 2023. C'est la patronne du FMI qui vient de l'annoncer. Une perspective dont on mesure encore mal l'ampleur. Alors comment se prépare notre exécutif ici au Maroc? Et face à la volatilité de la conjoncture mondiale, quid de l'investissement et surtout de l'emploi? Alors pour le premier, le PLF 2023 prévoit une enveloppe globale de quelques 300 milliards de dirhams d'investissement public, un record. C'est une hausse de 55 milliards par rapport à 2022, sans oublier les mesures d'accompagnement, notamment à travers le déploiement du fonds Mohamed VI pour l'investissement et cette nouvelle charte de l'investissement. Et pour ce qui est de l'emploi, alors le bilan de la première année d'action du gouvernement Arnouch est en demi-teinte. Si l'on se réfère à la revue mensuelle de la conjoncture de la Banque centrale, Banque al-Maghreb, du mois de novembre 2022. Et puis, sachez que 58 000 emplois ont été détruits entre le troisième trimestre 2021 et celui de 2022. Et pour cause, l'industrie n'arrive toujours pas à faire le poids dans la structure du PIB face à l'agriculture ou encore le BTP qui bat lui aussi de l'aile. En compagnie de nos experts ce soir, donc une analyse des perspectives pour 2023. Tout d'abord, sur le plateau, j'ai le plaisir d'accueillir l'économiste et président du Centre d'études et de recherche Aziz Blal, professeur Mohamed Chigar. Bonsoir. Bonsoir Khadija, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne année à vous également. Et en face, un plaisir renouvelé d'accueillir professeur Zakaria Firano, professeur en économie à l'Université Mohamed V de Rabat. Bonsoir, professeur Firano. Bonsoir. Meilleurs vœux également pour l'année 2023. Espérons que ce sera une année de reprise pour l'économie marocaine, comme celle de 2021. Inch'Allah. Et on va en parler de reprise dans cette émission. Et j'ai également le plaisir d'accueillir par Skype professeur Mohamed Raj, professeur expert en fiscalité. Bonsoir, professeur Raj. Merci de vous joindre à nous depuis Casablanca. Bonsoir madame, également je vous souhaite plein succès et épanouissement dans votre activité professionnelle et familiale. Inch'Allah, merci beaucoup. Merci, ce que l'on vous souhaite également et à tous nos téléspectateurs. Contexte international pour commencer et pour contextualiser justement, planter le décor, messieurs. Un scénario de récession est-il inévitable? Professeur Firano. Récession, bien sûr, je parle de l'Europe en l'occurrence. Principale économie européenne. Sincèrement, hier ou avant 2 jours, on sait pas, on pensait à ce que vous avez dit, ça veut dire la récession, mais je pense qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe en Chine, il y a de nouveaux prémices par rapport à ce qu'on prévoit pour l'année 2023. Surtout que nous avons le président de la Chine qui a déclaré qu'ils vont faire un taux de croissance de plus de 4%, ce qui est en dessus, avec un U, de ce qui a été prévu par le FMI ou par l'ensemble des organismes ou les organisations internationales qui étaient entre 2 et 3%. Ce qui veut dire que si la Chine, parce qu'elle a levé un peu l'ensemble des restrictions par rapport à la Covid-19, et donc ce qui a mené un peu les États à prendre des actions en réponse par rapport à l'extension de la pandémie au niveau de la Chine, et donc cela veut dire que la demande peut-être chinoise, il va reprendre pour l'année 2023. Et donc si ça reprend, donc ça veut dire qu'on va revenir un peu à une certaine reprise dans les prix au niveau international, parce que vous savez que la Chine, c'est parmi les grands pays qui demandent, que ce soit les produits énergétiques ou aussi les produits de première nécessité, ça veut dire les produits de base. Et donc cela va avoir des répercussions un peu sur la demande et sur l'offre à l'international. Donc ça, c'est le premier constat pour 2023. Et je pense que ça va piétiner en fait surtout le prix du pétrole au niveau international et également sur les produits des biens de première nécessité et surtout pour le blé, etc., ce qu'on appelle les produits de base. Deuxième élément très important qu'il faut savoir, c'est que les États-Unis ont engagé ce qu'on appelle la loi sur l'inflation ou la loi sur la lutte contre l'inflation qui va donner des avantages concurrentiels à des entreprises américaines au détriment des entreprises européennes. Et donc ça pourra en quelque sorte bouleverser ce qu'on appelle un peu les tendances de concurrence au niveau international et aussi, lorsqu'on parle de toucher les entreprises européennes, ça veut dire on touche de façon indirecte ce qu'on appelle la demande étrangère adressée. Mais avec un dollar fort quand même.
Oui, c'est un peu l'idée. C'est que, bon, le dollar fort ou pas dollar fort, donc moi, je n'introduis pas un peu la devise dans le raisonnement par rapport aux États-Unis, mais les États-Unis, il est en train de jouer avec ce qu'on appelle la concurrence, ce qu'on appelle une politique de compétitivité pour pouvoir un peu piétiner sur les marchés traditionnels de l'Europe, surtout au niveau asiatique et aussi Amérique latine et aussi en Afrique. Et donc, dans ce sens-là, bon, si je rajoute à ça un peu la conjoncture qui reste un peu obscure par rapport à ce qui va se passer entre l'Ukraine et la Russie, parce que la guerre est toujours là. Donc nous avons toujours la problématique. Il y a toujours la problématique du transport du blé, un peu l'exportation du blé. Il y a aussi les problématiques liées à l'énergie. Donc si je prends l'ensemble de ces éléments-là, donc je crois que nous aurons une année difficile aussi à gérer comme celle de 2020-2022. Maintenant, pour le Maroc, si je rentre un peu sur la conjoncture marocaine... On y reviendra. Voilà. Je voudrais vraiment qu'on s'arrête d'abord et qu'on fasse un tour de table, si vous le permettez, professeur Ferrano, sur la conjoncture internationale et comment vous, en tant qu'expert, vous êtes économiste également, vous également, Mohamed Chiguer, vous apercevez, on l'a suivi à travers l'analyse de professeur Ferrano, ainsi que de plusieurs observateurs internationaux. Il y a de l'optimisme grâce à la Chine aujourd'hui qui a un peu renoncé à sa politique de zéro Covid, ce qui a permis un peu, ou qui permet de voir qu'il y a une réelle reprise de son économie et par ricochet de l'ensemble de la chaîne de valeur. Vous en pensez quoi? Et vous pensez quoi pour nos voisins européens? Pour la Chine, déjà, il faut peut-être nuancer et relativiser parce qu'il y a le risque que le nombre disons des gens touchés par la pandémie sera beaucoup plus élevé. Il y a ce risque-là, et d'ailleurs on le constate. Le Maroc, par exemple, a fermé ses frontières pour les Chinois et même les Européens. Donc ça, c'est un problème qu'il faut peut-être... Moi, il y a une lecture économique que vient de faire le professeur. Moi, j'ai des éléments qui me troublent, en fait. Pourquoi? Parce que le conjoncturel est de plus en plus difficile à appréhender. Surtout avec la guerre, vous pensez que c'est à cause de la guerre? Lorsque je dis la guerre, il faut se poser la question. Le timing de la guerre, qui est derrière cette guerre, qui bénéficie de cette guerre. Il ne faut pas se limiter tout simplement à la guerre elle-même. Et c'est là où il y a un vrai problème. Parce que je constate qu'il est très difficile d'appréhender la conjoncture pour au moins deux raisons. La première, à mon sens, il y a un blocage de la transition, le passage de la société industrielle à la société post-industrielle. L'ancien monde résiste. Il est représenté par l'Occident avec le chef de file, les États-Unis. Les États-Unis cherchent à reprendre la main. Ce n'est pas par hasard qu'on a eu cette guerre juste après la sortie de la crise. Et si on pousse la logique plus loin, il faut se rappeler qu'en 2014, il y avait un accord entre la Russie et l'Occident. Il n'a pas été respecté. Notamment sur la Crimée. D'accord. Et puis, il y a aussi le printemps soi-disant, entre guillemets, ukrainien, qui a porté disons que le président actuel, il est le produit soi-disant de ce printemps. Donc il y a des interrogations qui sont là et qui montrent que, en fait, ce qu'on cherche, le bénéficiaire de tout ça, celui qui cherche à piloter cette conjoncture, et pour la première fois, peut-être cette conjoncture, c'est j'allais dire qu'elle est plus ou moins manipulée, c'est les États-Unis. Et les Européens, ils ont accepté de suivre les États-Unis parce qu'ils savent très bien que le moteur, le leadership, c'est beaucoup plus les États-Unis. Il faut renforcer les États-Unis vis-à-vis de la Russie et surtout de la Chine. Et donc la question, par exemple, le fait que la Fed a augmenté son taux, il y a des raisons propres aux États-Unis, c'est vrai. Il y a une dimension monétaire de l'inflation aux États-Unis, mais pas au Maroc. Mais cette augmentation du taux, il a eu comme effet appréciation du dollar. Et le dollar est devenu une valeur de refuge. Et puis, deuxième élément, le fait qu'on boycotte la Russie, on n'achète plus son gaz, qui profite en premier lieu? C'est les Américains. Actuellement, ils alimentent l'Europe. Troisième élément qu'on constate aussi, c'est que les pays qui étaient plus ou moins neutres, les pays européens qui étaient plus ou moins neutres sur le plan militaire, l'Allemagne, la Suède, etc., ils ont changé de position. Oui. Ils ont commencé à développer le budget militaire. Et qui profite de ce budget, de cette augmentation?
C'est le complexe militaro-industriel américain. Donc on voit bien... Mais écoutez, je suis d'accord, mais il y a des craintes de récession aux États-Unis aussi, parce qu'il y a des entreprises, par exemple, des entreprises américaines qui privilégient l'embauche par intérim. Et ça, c'est une preuve et c'est un signal qu'on craint la récession dans la plus grosse économie mondiale. Mais il a voulu une récession maîtrisée. C'est une récession voulue. C'est pourquoi je vous ai dit que cette conjoncture est très spécifique. Il y a des choses qu'il faut clarifier en clair. Et les Américains veulent effectivement une récession, mais une récession soft. Okay. D'accord. De cette manière, ils vont dominer l'Europe. Et sur le plan mondial, la Chine sera obligée de ralentir avec le Covid et avec les problèmes qu'elle a aussi. Et donc, à mon sens, ça, c'est un premier élément qui pose problème. C'est qu'il y a un blocage de la transition. Et ce blocage de transition est dû en premier lieu à la résistance de ce que j'ai appelé l'ancien monde. Mais il y a un problème qui se pose sur ce plan-là. C'est que ce pilotage voulu par les États-Unis, il comporte des risques parce qu'il y a de l'incertitude. Oui, il y a ce qu'on appelle le phénomène des signes noirs. On ne sait pas exactement où va le monde. Un manque de visibilité. Il y a un manque de visibilité. Donc on est dans une situation... Donc en gros, la conjoncture n'est pas du tout lisible. Hein. Non, pas du tout. Il est lié à la géostratégie. Politique, oui. Exactement, c'est ça, à mon sens, D'accord. Je vous fais réagir aussi, professeur Raj. Alors, manque de visibilité, une conjoncture donc difficile à lire, mais est-ce que vous partagez le scepticisme du professeur Shigel ou plutôt l'optimisme un peu réuni grâce à plusieurs facteurs aussi internationaux de professeur Ferrano? Oui, les deux à la fois. Si j'ai à aborder la question de la géostratégie et politique, la guerre de l'Ukraine a mis à nu la division du monde aux deux blocs, à savoir les États-Unis suivis par les différents pays appartenant au monde libéral, et vous avez de l'autre côté la Russie, la Chine et dans une certaine mesure l'Inde. Donc la géostratégie, elle est omniprésente. Deux, au niveau des facteurs et des indicateurs qui influencent bien sûr le comportement des différentes économies dans le monde, et comme vous l'avez dit, dans le cadre de votre rapport introductif, au moins un tiers de l'économie mondiale est touché, à défaut de dire une récession, mais au moins un ralentissement de la croissance économique. Et vous avez, c'est l'exemple de la Chine, des États-Unis et bien sûr de l'Europe. Sont des pivots qui sont à la base de la croissance. Maintenant, lorsque vous allez voir de très près ce qui se passe actuellement dans le monde, il serait très difficile de voir ou bien de prévoir ou bien de planifier au-delà de quelques mois. Et je prends l'exemple le plus simple, le mois de novembre dernier, ou bien le mois d'octobre, le FMI a revu à la baisse toutes ses estimations. Et la dernière sortie de la secrétaire générale du FMI l'a annoncé officiellement, comme quoi l'année 2023 serait une année très difficile. Bien sûr, à la base de cette analyse, elle présente bien sûr les effets néfastes et négatifs, à la fois bien sûr de la pandémie et de la guerre de l'Ukraine, avec toutes les conséquences sur les chaînes d'approvisionnement en matière d'énergie et en matière de produits alimentaires, ainsi que les matières premières. Deuxièmement, ces politiques restrictives dirigées par les différents pays au monde, essentiellement les États-Unis, pour lutter contre l'inflation. Et vous avez de l'autre côté le renchérissement du taux d'intérêt ou bien du loyer d'argent comme conséquence, bien sûr, de l'inflation. Donc on est en présence d'une année qui démarre très difficilement. On attend un petit peu ce qui va se passer en Chine, surtout avec l'abandon du concept de zéro Covid. Maintenant, les autorités chinoises commencent à s'habituer à la nouvelle situation et acceptent, bien sûr, l'arrivée de pandémie et par voie de conséquence de millions de Chinois qui vont être touchés par la maladie et ceci va influencer, bien sûr, un ensemble de comportements. Donc on est en présence d'une situation très difficile. Il y a des indicateurs qui militent en faveur de ce constat, mais en même temps, on est en présence
d'un monde dominé de nouveau. Après le bloc Est contre l'Ouest, aussi avec l'Union soviétique, maintenant c'est une autre division du monde. Vous avez d'un côté, je vais me répéter, les champions, les Américains qui sont bien sûr de tirer les pays européens pour rejoindre bien sûr ce bloc. Et vous avez de l'autre côté la Russie, la Chine et l'Inde et quelques pays qui appartiennent au bloc ou là au monde sous-développé. Mais ce qui est sûr, on est en présence d'une situation très très difficile et cette situation va impacter négativement bien sûr la croissance économique sur le plan mondial. Alors, il y a un indicateur aussi qu'on devrait regarder de près parce qu'il s'agit aussi d'observer, n'est-ce pas, les indicateurs clés. On a parlé d'inflation, on a parlé aussi des entreprises américaines et de cette récession, comme vous le disiez, qu'on veut soft, en tout cas pour la première économie mondiale. La reprise chinoise, en tout cas tous les signes sont là, qui témoignent en tout cas de cette reprise de l'économie chinoise, en attendant bien sûr l'évaluation ou l'évolution de la pandémie là-bas. Mais il y a un autre indicateur, celui de l'or, de l'achat en masse de l'or des banques centrales mondiales. Est-ce que ce n'est pas aussi un des signes ou des signes avant-coureurs que, eh bien, il y a bel et bien récession, il y a bel et bien une crainte et un manque de visibilité même chez les banques centrales mondiales. Zakaria Ferrano, je sais que le sujet, vous connaissez bien le sujet des banques centrales. Je viens de voir un indicateur juste avant de démarrer cette émission sur l'achat en or des banques centrales massif, un achat massif de cette valeur refuge qu'est l'or. Bon, très bien. Bon, je ne vais pas vous dire quelle raison. Bon, je ne suis pas tout à fait convaincu par la théorie des complots. Ça veut dire que... Non. Loin de moi l'idée de vous, voilà. de vous tirer sur ce terrain-là. Voilà. Mais je vais dire simplement que normalement, les banques centrales, ils ont réagi par rapport à une situation inflationniste. Ce qu'on trouve de façon causale, qui est légitime. Ça veut dire que ce soit la Fed, que ce soit la BCE ou l'ensemble des banques centrales, ils ont réagi de cette façon-là. Maintenant, la question, pour évoquer un peu la question de l'or, donc l'or aujourd'hui, c'est une matière comme les autres, c'est un bien qui est vendu sur le marché. Ça n'a rien à voir avec la monnaie, mais ça constitue une monnaie de refuge. Ça veut dire lorsque vous avez des volatilités qui sont sur l'ensemble des marchés, que ce soit sur le marché des matières premières, sur le marché du pétrole, sur les marchés des monnaies virtuelles, etc. La monnaie de refuge qui reste pour les investisseurs, c'est l'or. Maintenant, ça, c'est la première raison directe. La deuxième raison, c'est que les banques centrales, lorsqu'on est en situation un peu, je dirais, délicate, et lorsqu'on veut demander des prêts au niveau international, que ce soit au niveau du FMI, au niveau, par exemple, des prêteurs, ou ce qu'on appelle les accords multilatéraux avec les institutions internationales, normalement, parmi les choses qui peuvent garantir les dettes, c'est l'or. Nous avons l'or et nous avons aussi le DTS, ça veut dire la monnaie qui est détenue par le FMI. Et donc là, puisqu'on est dans une situation morose au niveau international, ça veut dire qu'on n'a pas une certaine visibilité par rapport à ce qui se passe, malgré que moi, je crois que si la Chine commence à se réveiller, donc on aura une certaine tendance sur le marché. Vous pensez vraiment qu'il y a un redressement de l'économie chinoise? La Chine, regardez simplement, si on prend la Chine, je donne juste un indicateur. Nous avons 21 ports qui sont les plus grands ports dans le monde. Les 18 premiers, c'est chinois. Ça veut dire que si la Chine reprend toute sa capacité de production, ça veut dire que vous aurez tout le commerce international qui va se rétablir. Vous avez également la demande internationale et les encastrée, centralisée sur la Chine. Et donc, ça peut, en quelque sorte, donner un nouvel élan à ce qu'on appelle l'économie mondiale. Mais ça reste un peu, comme ça a été expliqué par les deux, mes grands professeurs, c'est que l'idée, c'est qu'on est toujours dans une situation d'incertitude. Ça veut dire qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Il se peut que, comme ça a été évoqué par mon cher ami, c'est qu'il se peut qu'il y a derrière une volonté politique des jeux géostratégiques, mais jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire si on prend tous les indicateurs, nous avons des politiques monétaires qui sont restrictives, nous avons aussi des politiques budgétaires qui restent en deçà de ce qu'on attendait. Il n'y a pas de politique budgétaire qui était vraiment très efficace. Et là, on peut se poser une question, pourquoi on essaye de manipuler beaucoup plus les politiques monétaires que les politiques budgétaires. Et là, le Maroc n'échappe pas à cette règle. Oui, c'est une règle, mais je dis, il faut poser la question. Pourquoi on n'utilise pas beaucoup? Sachant que, par exemple, je prends l'exemple de l'Espagne. L'Espagne, elle a utilisé sa politique fiscale il y a quelques jours. Elle a enlevé la TVA sur les produits de base. Elle a commencé à... L'Espagne, c'est beaucoup... Voilà. Non, mais elle
elle s'est vraiment détachée un peu du reste de la zone euro quant à sa gestion un peu de cette crise économique. C'est ce que j'appelle. C'est pas lié à la nature du gouvernement. Oui, tout à fait. Voilà. L'idée, c'est que nous n'avons pas instrumentalisé beaucoup la politique budgétaire dans plusieurs pays, sachant que les États-Unis aussi, elle est plus budgétaire que monétaire, hein, attention. Elle est plus keynésienne que mais justement, il n'a pas trop tort. C'est aussi par rapport au gouvernement en place. C'est-à-dire que les démocrates, donc c'est un peu plus socialiste que les républicains. Donc c'est la volonté politique finalement qui décide, ce qui m'amène à parler du Maroc. Voilà. Est-ce que vous sentez que ce gouvernement, il a vraiment, comment dirais-je, pour choisir le mot juste, est-ce qu'il a des choix politiques socialistes ? Vu qu'il se défend comme étant un gouvernement avec une tendance sociale. Premièrement, nous avons un gouvernement qui se déclare naturellement dans tous les textes de loi comme étant libéral. Libéral, oui. Voilà, mais nous avons un autre projet qui s'appelle un peu l'État social, si on peut dire ça. Oui. Maintenant, comment on peut faire le mariage, c'est tout un débat. Comment on peut faire le mariage entre les deux. Mais moi je crois, moi je crois qu'en étant libéral, on peut être aussi social, parce que la libéralisation n'est pas contre le socialisme. Exactement. Voilà, il faut faire une lecture un peu très théorique de la chose. Lorsqu'on dit libéral, mais entre la théorie et ce qu'on voit de ce que fait cet exécutif, c'est pour ça. Je veux vraiment qu'on parle aussi maintenant du Maroc. Lorsqu'on prend l'Allemagne ou quelques pays européens, surtout l'Allemagne, lorsqu'on prend le capitalisme allemand, qui est libéral, il est libéral, mais il est aussi social. Ça veut dire la qualité sociale de la chose ne décrit pas un peu la lecture du gouvernement. Maintenant, moi, ce que je veux dire, pour rester toujours sur le contexte international, et après on peut rebondir sur le cas du Maroc, j'ai dit que ce qu'on a remarqué durant la crise et les enseignements qu'on peut prendre, c'est que nous avons instrumentalisé beaucoup les politiques monétaires. Ça veut dire qu'on voulait jouer avec les taux d'intérêt, peut-être pour le dollar, c'est une raison. On voulait augmenter un peu la valeur du dollar. On voulait rentrer dans des récessions, peut-être c'est une raison. Mais moi, je crois qu'on ne peut pas aller jusqu'à plus loin dans cette idée-là. Pourquoi ? Parce que si les capitaux, maintenant, ce qui a fait lever le dollar un peu sur l'euro, ce qui donne un peu l'élan, c'est les flux de capitaux qui ont un peu jailli sur l'ensemble de l'économie américaine. Et donc, si on pousse la récession à l'extrême, ces flux de capitaux vont chercher une autre région, et ça peut être la Chine. Donc, je ne pense pas que les États-Unis vont prendre un peu ce raisonnement de façon un peu causale. Ce que je considère, moi, aujourd'hui, c'est que nous avons une certaine conjoncture à l'international. Pour le Maroc, ça ne sera pas un pays qui sera leader dans ce qui se passe au niveau stratégique, mais il faut qu'on soit intelligent. C'est-à-dire qu'on essaie de gagner sur les éléments qu'on peut comprendre au niveau international. Mais maintenant, qui a provoqué la crise ukrainienne, etc., les jeux géostratégiques, tout ça, on ne peut pas le décortiquer, je pense, sur le court terme. Il faudra attendre. De toute façon, ce n'est pas le sujet de notre émission ce soir, professeur Ferrano, mais je veux vraiment savoir si, effectivement, ces indicateurs qu'on vient de citer, est-ce qu'ils auront un impact? Certainement, ils ont un impact direct sur notre économie nationale, n'est-ce pas? Professeur Chiger, on parle aujourd'hui d'une année 2023 qu'on aborde avec beaucoup d'optimisme en ce qui concerne le Maroc. Le gouvernement table sur une amélioration des conditions, notamment extérieures, grâce à la Chine en l'occurrence. Mais si on table sur une saison agricole moyenne pour relancer l'économie, un commentaire là-dessus. Je reviens un peu une petite idée sur l'histoire de l'or. Mais rapidement, parce qu'il nous reste la moitié du temps de l'émission. Chaque fois qu'on s'intéresse beaucoup plus à l'or, c'est en relation avec l'incertitude. C'est ça. Chaque fois qu'il y a de l'incertitude, automatiquement, on préfère... mais là, en l'occurrence, il serait voilà. Deuxième chose, une question que je voulais poser. Ouais. Est-ce que la Fed, la Banque centrale américaine, a fait la même chose? Est-ce qu'elle renforce ses stocks en or? C'est un point d'interrogation très important. Pourquoi? Parce que le dollar, actuellement, est très apprécié et il est devenu vraiment une valeur refuge. Là, Alors, concernant le Maroc, il y a la loi de finances. Tout est dit à ce niveau-là. Je ne vois pas... lorsqu'on parle, par exemple, lorsque vous avez pris le cas de l'Allemagne, effectivement, vous avez complètement raison, c'est l'ordolibéralisme. C'est l'État qui est là, qui organise, qui encadre plus ou moins l'économie, et puis, bien sûr, il laisse au privé la possibilité, la marge pour agir. Ce n'est pas le cas du Maroc. Hein. Aujourd'hui, le Maroc, il est lié, l'économie marocaine, c'est une économie, j'allais dire, métaphysique. Elle est métaphysique. Elle dépend, toutes les variables... Oui. Sont des variables exogènes, quasiment. Je prends la campagne agricole. Oui. S'il n'y a pas de pluie, il y a un problème. Je prends le tourisme. Tu viens de l'extérieur.
S'il y a une récession en Europe, automatiquement, elle va impacter l'économie marocaine, puisque plus de 60% de nos échanges se font avec l'Union européenne. Donc nous sommes là dans une économie qu'on ne maîtrise pas en fait. Et puis, vous l'avez bien dit, lorsqu'on prend la structure du PIB, par exemple, l'industrie n'arrive pas à s'imposer. Mais elle booste quand même nos exportations. Parce que si on voit, par exemple, quelques données sur le bilan de 2022, il y a la hausse des phosphates, bien sûr grâce, en l'occurrence, à la hausse des prix à l'international de ce minerai. Mais il y a aussi le secteur automobile, 100 milliards de dirhams. Le secteur automobile. Oui. Le secteur automobile, ce n'est pas l'industrie marocaine. Oui, oui. Il y a une grande différence. Et si demain Renault quitte le Maroc avec la relocalisation? Ouais, mais bon. Ah oui, mais il faut prendre ça en considération, il faut anticiper. Mais ce n'est pas pour 2023 en tout cas. Heureusement. Heureusement. Voilà. Donc je crois qu'à ce niveau-là, au niveau Donc peut-être que le tourisme, les recettes qui ont augmenté de 153%, donc le secteur se remet clairement de la pandémie, peut-être qu'il risque de subir les effets de la récession en Europe, parce que c'est le premier marché émetteur pour les touristes au Maroc. Peut-être qu'il peut aussi subir l'impact de la Coupe du Monde. Ok. Les Marocains se sont de plus en plus... Donc on peut pas, franchement, on ne peut pas prédire l'avenir comme ça. C'est très difficile. Très bien. Un mot notamment sur la loi de finances. Professeur Raj, en tant que fiscaliste, et sur justement ce petit coup de pouce qu'on attend de cette loi de finances pour justement relancer la machine économique, pour lui donner un petit soutien pour, en l'occurrence, les entreprises et en termes de fiscalité surtout. Oui, si vous voulez, le budget qui a été voté le 8 décembre dernier se veut un budget d'expansion. Donc, à la différence de certains budgets qui ont été adoptés durant les années 80 à la suite des différentes crises qui étaient essentiellement des budgets marqués par l'austérité, le budget 2023 se veut un budget qui prolonge le budget 2022. Donc, par voie de conséquence, on est en présence d'un budget qui a augmenté à la fois en termes de ressources, mais également en termes de charges. Déjà, le montant global des charges de l'État vont s'élever à 600 milliards de dirhams. Donc, un budget, comme le disent les responsables du gouvernement, est axé sur un ensemble d'axes. C'est un petit peu l'État social. Moi, le terme me dérange. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'on entend par le concept de l'État social. C'est vrai, le budget comporte un ensemble de dépenses qui sont à connotation sociale. Qu'il s'agisse de l'élargissement de la couverture sociale en termes d'amour aux anciens de Ramad, ou bien des crédits supplémentaires accordés à la caisse de compensation, ou bien quelques augmentations de crédits concernant certains départements ministériels à vocation sociale, c'est entre guillemets, tels que l'enseignement et la santé. Mais l'élément le plus important, c'est essentiellement sur le plan économique, à savoir le montant qui sera consacré à l'investissement public. C'est autour de 300 milliards, comprenant à la fois la contribution du budget de l'État, mais également des collectivités territoriales, ainsi que les établissements et entreprises publiques. Là, la question qui va se poser plus tard, c'est comment le financer. Bien sûr, dans une certaine mesure, la politique budgétaire veut dire qu'on va mobiliser quelques marges budgétaires pour réussir les réformes, mais je vois mal comment mobiliser de nouvelles ressources lorsqu'on reste prisonnier d'une conception vraiment classique et très ancienne et complètement dépassée, essentiellement la ressource fiscale. Oui, mais est-ce qu'on, justement, pour financer tout cela, il y a bien sûr le recours à l'endettement, mais pas que, il y a aussi cette utopie ou ce rêve de l'élargissement de l'assiette fiscale dans notre pays. Moi, je ne le vois pas dans la loi de finances 2023. On nous a beaucoup promis que l'année 2023 serait une année de consécration de la réforme fiscale. Tout à fait. Dans le texte, à savoir la loi cadre a été votée en 2021. Tout ce qu'on a fait à travers le budget 2023, c'est qu'on a revu, soit à la hausse, soit à la baisse, quelques taux
concernant l'impôt sur les sociétés, en matière d'impôt sur le revenu. Et là, on attendait au tournant le gouvernement à travers ses promesses. Rien n'a été fait. Même les rares tentatives faites à travers la loi ont été combattues par un certain nombre de catégories socio-professionnelles. Je pense essentiellement aux professions libérales qui ont mis en échec la tentative de l'État d'instaurer une avance sur l'impôt. Donc, en fin de compte, lorsque je prends l'impôt sur le revenu, qui devait faire l'objet d'une révision profonde pour assurer une certaine justice et une certaine équité fiscale, l'impôt sur le revenu reste, comme par le passé, un impôt supporté et payé essentiellement par les salariés. Tout à fait. Et si je prends les professions libérales continuent à intervenir à peine à 2% au niveau des recettes de l'impôt sur le revenu. Les commerçants, les industriels, les artisans, les agriculteurs interviennent à peine pour 8%, alors que les salariés du privé et du public continuent à alimenter les recettes de l'impôt sur le revenu en contribuant pour plus de 76%. Donc, les ressources fiscales telles qu'elles sont sollicitées par l'État, à travers l'augmentation, comme ils disent, de l'amélioration de la marge, n'a pas joué pour le budget 2023. Okay. Le gouvernement n'avait pas assez de courage pour aller au fond des choses, et spécialement en matière d'impôt sur le revenu. Donc, le problème est là. En matière de TVA, bien sûr, ils nous ont promis que l'année 2024 sera consacrée à la TVA, mais si on garde les mêmes taux, les mêmes systèmes d'imposition et les mêmes produits imposés, on ne va pas introduire une justice et une équité fiscale. Donc les ressources peinent. Cette année, on a assisté à une petite augmentation de recettes fiscales grâce à la conjoncture. Parce qu'en matière de TVA, c'était l'essentiel des plus-values fiscales enregistrées par le budget 2022. Pour la simple raison, la TVA à l'importation frappe les produits pétroliers. C'est ça. Comme les prix ont augmenté sensiblement sur le marché mondial, donc cette hausse des prix des produits pétroliers a alimenté en augmentation, bien sûr, la recette fiscale en matière de TVA. Et puis, vous avez les TIC, la taxe intérieure de consommation, avec les produits classiques, à savoir la cigarette, l'alcool et les produits pétroliers. Moi, en termes de ressources, il y a une marge très importante. Il faut avoir le courage de le faire. Et là, je peux vous donner quelques chiffres qui ont été dictés à la fois par la Banque mondiale, qui avait dans un rapport demandé à l'État de mobiliser les ressources. Et à travers les estimations, les experts de la Banque mondiale avaient estimé que l'État marocain pourrait mobiliser l'équivalence de 12% du PIB en termes de recettes fiscales supplémentaires, soit 160 milliards. Il y a une étude qui a été faite par les experts de la Banque du Maroc qui vont dans le même sens, et ces experts avaient estimé que l'État a les moyens de mobiliser l'équivalence de 7% de recettes supplémentaires. Pas uniquement de l'économie informelle, même dans le cadre de l'économie formelle. Voilà ce que j'allais vous poser comme question. Est-ce qu'on parle ici de l'économie formelle ou informelle? Parce que là, le débat est tout autre. Je parle des deux. Il y a l'économie informelle, mais également l'économie formelle. D'accord. Et l'économie formelle fait également de l'informel. Maintenant, dans le cas de l'économie formelle, lorsque vous vous retrouvez devant plus de 22 régimes dérogatoires, il y a un problème quelque part. Il y a des sociétés qui ne paient rien, ou bien qui payent 10%, d'autres payent 15%, alors que d'autres vont payer 26%. Mais on se dirige vers, justement, sur l'IS, on se dirige, ou en tout cas, il y a une volonté qui a été annoncée par l'exécutif, eh bien, d'homogénéiser un peu cet IS, cet impôt sur les sociétés. Vous aviez une remarque, professeur Raj, je vous reviens. Oui, professeur si je prends par exemple le budget, puisqu'on le qualifie d'un budget d'expansion, de l'autre côté, la politique monétaire, elle va dans un autre sens. Là, avec l'augmentation du taux d'intérêt directeur, il favorise beaucoup plus la récession. Donc on voit bien qu'il n'y a pas une coordination entre la politique budgétaire d'un côté et la politique monétaire de l'autre. Et ça, c'est un point d'interrogation qui mérite d'être discuté. Et c'est la question que vous souleviez tout à l'heure, professeur Ferrano, en ce qui concerne la politique budgétaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la marge de manœuvre, on a l'impression, ce que vous disiez tout à l'heure, qu'elle est plus monétaire que budgétaire. Maintenant, moi, sincèrement, lorsque je regarde les perspectives 2023, il faut qu'on dissocie entre deux éléments. Est-ce qu'on parle de politique conjoncturelle,
ça veut dire c'est la politique monétaire, la politique budgétaire. Et généralement, ce sont des politiques qui vont uniquement stabiliser l'économie. Ça veut dire qu'ils ne sont pas là pour pouvoir voir le devenir du Maroc. Créer de la richesse. L'emploi. Ils ne vont pas créer de la richesse. Ce sont d'autres politiques qui vont permettre de créer de la richesse. Normalement, ils sont là, j'ai dit simplement, pour stabiliser. Ça veut dire lorsqu'il y a un problème d'inflation, on fait appel à la politique monétaire. Lorsque nous avons des problèmes par rapport au taux de croissance, etc., on fait appel à la politique budgétaire. Mais maintenant, la politique budgétaire... Sous-jacente, on n'en parle pas, là. Je n'ai pas parlé de l'inflation C'est-à-dire, j'ai parlé uniquement de l'inflation sans général. Sous-jacente, c'est pour les... Ce serait bien aussi qu'on parle aussi du coût de la vie, de la cherté du coût de la vie. Parce que là, c'est là, in fine, qui compte pour tout le monde, pour le citoyen. Est-ce qu'il se retrouve dans toutes ces politiques budgétaires, monétaires, etc. Parce qu'à the end of the day, et surtout à the end of the month, est-ce qu'on arrive à joindre les deux bouts? C'est important. Il y a les solutions de court terme, il y a les solutions de moyen et long terme. Les solutions de court terme, c'est ce qui est en train d'être fait par la Banque centrale en augmentant le taux directeur, en essayant de ralentir la production, ralentir l'utilisation des prix qui sont importés et ralentir un peu les stratégies d'investissement. C'est ce qui est en train d'être fait, d'être réalisé. Maintenant, il y a les solutions de moyen et long terme. C'est ce qui a été dit implicitement par le professeur, c'est qu'il faut actionner les politiques économiques axées sur l'offre. Jusqu'à aujourd'hui, le Maroc, depuis maintenant plus que 40 ans, je vais prendre 40 ans, je vais prendre uniquement les années 80, depuis le PAS, on est dans des politiques économiques qui sont axées sur la demande. Ça veut dire quoi, axé sur la demande? On attend la demande étrangère. On attend la demande étrangère, ça veut dire je parle d'exportation, je parle aussi du tourisme. On attend la demande interne, ça veut dire la consommation, pour qu'elle génère de la fiscalité, pour qu'elle génère de la TVA, etc., etc. Mais qu'en est-il de la politique de l'offre? Et donc là, je pense que la solution, il ne faut pas réfléchir uniquement 2023, il faut réfléchir aussi sur le moyen et long terme. Il faut qu'il y ait des politiques qui permettent un peu d'asseoir une avenir, ou je dirais dans le futur, une croissance soutenue et durable. Ça ne peut pas se réaliser si on n'a pas des politiques d'offres. Qu'est-ce que ça veut dire politique d'offres? Je ne peux pas accepter, comme ça a été dit de façon implicite, je ne peux pas accepter aujourd'hui qu'il y a uniquement 100 entreprises qui payent un peu de l'impôt. C'est inadmissible. Nous avons des TPE, des PME avec des milliers de nombres et nous avons uniquement les 100 payeurs. Et ces 100 payeurs, c'est sur qui on va augmenter la taxation. La taxe. Attention, nous avons des secteurs qui sont des secteurs, je dirais, des secteurs locomotives pour l'économie marocaine. C'est eux qu'on va taxer encore plus. Et donc là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de jouer plus dans la demande que dans l'offre. Maintenant, moi, ce que j'entends par l'offre, c'est que ce qui a été dit par Sa Majesté, c'est qu'il faut obligatoirement qu'il y ait un remaniement du secteur privé. Maintenant, moi, je pense qu'il y a 3 grands chantiers, vous les avez cités, qui sont vraiment très importants. Le premier chantier, c'est qu'il faut résoudre le problème du financement. Nous avons des TPE, nous avons des PME, il faut résoudre le problème du financement. Nous avons des carences au niveau du financement de ce qu'on appelle l'investissement, surtout au niveau des PME et des TPE. Deuxièmement, c'est un peu mettre en place la charte d'investissement. Il faudra mettre en place les textes de loi, les textes d'application. Oui, nous avons la charte d'investissement. Oui, mais c'est ça. Moi, je parle un peu des solutions qui vont permettre de donner un pouvoir d'achat. Parce que si on veut donner un pouvoir d'achat, nous, aujourd'hui, le Maroc, il subit. Pourquoi il subit? Parce que nous avons 90% du prix vient de l'étranger. Dans n'importe quel produit marocain, aujourd'hui, nous avons 90% qui viennent de l'étranger. Donc, automatiquement, dès qu'il y a une variation des prix à l'international, on est affecté. Tant mieux pour nous, pour les 20 ans, les 15 ans qui sont passés, on était dans un seuil d'inflation qui ne dépassait pas 2% en Europe. Et donc, on était dans une bonne situation. Aujourd'hui, ce modèle de pricing qui est dominé par l'extérieur doit être revu. Comment? C'est en actionnant les politiques d'offres. Il faut qu'on puisse arriver à des autonomies dans des secteurs, que ce soit le secteur alimentaire, que ce soit le secteur sanitaire, que ce soit le secteur des produits de base, très important. Ça, c'est des politiques qui vont s'axer sur l'offre. Et pour instaurer l'offre, et je pense, moi je vais le dire directement, c'est que si on regarde un peu les politiques globales de l'État, ça veut dire je parle de politique de l'État, ça veut dire les politiques qui sont instaurées par l'État dans son ensemble. On donne un exemple juste pour que les gens comprennent, professeur Fellano. Voilà, je vais finir juste ma phrase. Lorsqu'on regarde les politiques de l'État, ça veut dire les politiques qui sont instaurées par Sa Majesté, on voit que ce sont des politiques qui sont axées sur l'offre. Il veut développer le secteur privé, c'est l'offre. Il veut développer l'investissement, c'est l'offre. Il veut développer la protection sociale, c'est l'offre. Et lorsque vous regardez les politiques qui sont faites par l'exécutif, ce sont des politiques de demande, qui jouent sur des éléments qui veulent encourager la demande, etc., que ce soit pour le tourisme, etc., etc. Et donc là, moi, ce que je pense, c'est que sur le moyen et long terme, il faut qu'on ait
une certaine autonomie dans des secteurs pour ne pas être sujette à ce qu'on appelle les aléas au niveau international. C'est ça la solution. Et donc là, je pense que ça a été cité auparavant, c'est que il est inadmissible aujourd'hui qu'on n'arrive pas, dans des secteurs comme l'automobile, à avoir 100% de production qui vient du Maroc. On ne doit plus être dépendant. Et je pense que l'OCP, attention, il faut prendre l'action qui a été faite par l'OCP de façon très intelligente. L'OCP aujourd'hui, il est en train de changer complètement ses stratégies de production en faveur de quoi? En faveur de l'énergie renouvelable, mais ce n'est pas ça la vraie raison. En faveur de l'autonomie par rapport aux aléas internationaux. Parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'on est le premier importateur d'ammoniac, et donc ça permet de mettre en place de façon indirecte une certaine dépendance par rapport à l'étranger. Et donc en changeant sa stratégie, il veut être autonome dans sa production. Et je pense que c'est la solution sur le moyen et long terme pour arriver à cette soutenabilité du pouvoir d'achat au niveau national. Mais on ne peut pas demander à la politique monétaire ni à la politique budgétaire de trouver la solution magique qui sera pérenne. La solution pérenne, je pense que c'est ce qui a été dit dans le nouveau modèle de développement, il ne faut pas l'oublier, c'est qu'il faut que notre modèle de développement ne soit plus axé sur la demande, il doit être axé sur l'offre. C'est le modèle allemand, c'est le modèle chinois, c'est le modèle de tous les pays qui sont développés. Un seul mot, je m'excuse. Depuis 1993, avec les réformes, c'était toujours des réformes qui vont dans le sens, de promouvoir l'offre. Prenons n'importe quelle réforme qui a été mise en œuvre, c'était toujours en faveur de l'offre, en faveur de l'entreprise. Il y a un problème sur ce plan-là. Mais dans la réalité, parce qu'il y a une c'est la demande. Mais ce n'est pas parce que le gouvernement favorise. Est-ce que c'est le gouvernement qui finalement favorise ce genre de switch? Voilà. C'est pas parce que le gouvernement favorise la demande et puis il y a une politique qui favorise l'offre. Je ne pense pas, il n'y a pas deux politiques. Il y a une seule politique. Il y a la Constitution. Les orientations stratégiques, ce n'est pas le gouvernement. Ce n'est pas le conseil du gouvernement, c'est le conseil des ministres. Le gouvernement, c'est beaucoup plus pour moi les ministres, c'est beaucoup plus pour moi des hauts fonctionnaires qui sont là pour exécuter. Oui, mais ils n'exécutent pas parce qu'à chaque fois, il y a des rappels. C'est dans les discours de Sa Majesté. C'est un autre problème. Ben oui. C'est un problème de compétence, c'est un problème, je ne sais pas. Là, ça, c'est autre chose. Oui, mais dans les faits. Mais bien sûr, telle ou telle orientation n'a pas été exécutée en bonne et due forme. Pas du tout. Là, il faut se poser des questions. Pourquoi ? Parce que le gouvernement, on ne peut le juger que sur l'exécution, sur la réalisation, mais pas sur la conception, mais pas sur la stratégie. Ce n'est pas son problème. Et les orientations sont données par le Conseil des ministres. Oui. Et donc, en principe, tout ce qu'on voit jusqu'à aujourd'hui, cette politique date de 1993. Une politique qui va dans le sens de promouvoir l'offre. Mais la réalité de l'économie marocaine, c'est autre chose. L'économie marocaine n'arrive pas à intérioriser ces politiques. Parce que c'est une économie composite. Ce n'est pas une économie de marché au vrai sens du terme. Il suffit par exemple d'augmenter le taux d'intérêt directeur pour qu'on aura un impact direct sur l'économie. Ce n'est pas vrai. C'est une économie composite où la part, il y a le formel et l'informel, et on n'arrive pas et c'est cette économie qui arrive à assurer cette croissance grâce à la demande interne. Et, bien sûr, aux investissements publics. Mais là, c'est un vrai problème. Ce que je voulais dire, moi, c'est que si je prends un indicateur très simple, qui est le taux de consommation par rapport au produit intérieur brut, au Maroc, il représente 56%. Oui. Ça veut dire que la consommation, elle est axée unique, c'est la partie la plus importante du PIB. Je suis d'accord avec vous. Cette consommation, elle vient d'où? Elle vient de l'extérieur. Certainement, si en 1993, on avait mis des réformes pour pouvoir favoriser l'offre, l'offre, pour moi, ça veut dire favoriser la production interne. Ça veut dire c'est autre chose. Voilà, c'est ce que je dis. Non. Maintenant, lorsqu'on a ouvert le Maroc de façon libérale, on l'a ouvert vers l'extérieur, on a favorisé la consommation. Mais ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que tout ce qui est consommé au Maroc, en majorité, il est importé. Et ça décrit un peu ce qui se passe dans la balance commerciale, qui est toujours déficitaire. Dont le déficit s'est creusé. Mais là, il y a un petit problème, parce que la consommation qui tire la croissance, c'est la consommation interne. Tout à fait. Donc, c'est ce qu'on consomme comme produit marocain. Exactement. Voilà. Mais là c'est un problème. On voit bien que jusqu'à aujourd'hui, nous ne sommes pas arrivés à maîtriser notre économie, à la restructurer
pour effectivement aller dans le sens ou bien de la politique de l'offre, tout dépend du contexte, ou bien de la politique de demande. Mais dire que, par exemple, il y a deux politiques, une politique qui va dans l'offre et va vers l'offre et l'autre va vers la demande, non. Je crois que le vrai problème pour nous, c'est que jusqu'à maintenant, notre diagnostic de l'économie marocaine n'est pas fait correctement. Ah, ok. En parlant de diagnostic et en parlant de perspectives, parce que j'aimerais bien qu'on finisse ce tour de table et cette émission avec un tour de table sur les perspectives 2023, notamment sur beaucoup d'éléments qu'on n'a pas encore discutés, notamment le chômage. Je voudrais juste vous rappeler les annonces de Madame la ministre de l'économie et des finances, Nadia Ftah, qui annonce un nouveau cap et des stratégies volontaristes et de rupture, messieurs, dans plusieurs secteurs clés tels que l'industrie, les énergies vertes, l'agriculture, le tourisme et l'eau. Beaucoup de points d'interrogation sur quelques-uns d'ailleurs, et la volonté du ministère à asseoir les bases d'une rupture positive dans le paradigme du développement. Fin de citation, c'était donc l'annonce de Madame la ministre en ce qui concerne les perspectives de 2023. Je vous ferai juste tout simplement réagir dans le sens de ce qu'on disait pendant tout au long de cette émission, dans le sens de comment se présente cette année qu'on commence. On préfère privilégier l'optimisme, mais bon, il y a le réalisme aussi et la réalité de notre économie qui nous rattrape. Il n'y a pas que du négatif, il y a aussi du positif. Professeur Raj, peut-être une réaction par rapport à ces stratégies et justement cette volonté de rupture par rapport au passé, et peut-être dans le sens de ce que vous disiez, professeur Shiger, c'est-à-dire aussi peut-être repenser notre modèle et passer surtout à l'action à moyen et long terme. Il faut commencer par le commencement. Il y a un nouveau modèle de développement qui a été, bien sûr, adopté. Sa Majesté a donné son accord, mais on n'arrive pas toujours à le mettre en place. On attend toujours le fameux pacte social avec un engagement de tous les acteurs économiques, politiques, gouvernement, pour qu'il y ait un engagement jusqu'à 2035. Donc on attend toujours la mise en place, cette fois-ci, le fameux pacte. Et c'est un engagement sur une période qui va de 2022 jusqu'à 2035. Donc là, si je prends le modèle de développement, si je reprends maintenant une partie du modèle de développement concernant l'économie, on a une économie qui reste articulée autour d'un ensemble de secteurs dont la demande émane de l'international, de l'extérieur. En d'autres termes, il y a une économie extravertie. Lorsque je parle de l'économie marocaine, elle reste toujours prisonnière d'un ensemble de problèmes et surtout de tares à travers l'économie de la rente et des privilèges. Où se trouve la concurrence au Maroc? Il n'y a pas de concurrence. On le vit au quotidien. On a un conseil de la concurrence. Une politique libérale. C'est Raj, on a un conseil de la concurrence. Il est là pour établir des rapports, mais sans aucune suite. Et nous vivons actuellement un ensemble de situations. N'importe quel Marocain, on connaît un petit peu la raison d'être. Si je prends des produits pétroliers, vous avez un ensemble de secteurs qui sont fermés. Prenez le secteur des opérateurs téléphoniques, il y a 3 qui font la pluie et le beau temps. Prenez le secteur bancaire. Sans les mêmes banques, vous avez également les mêmes assurances. Prenez les sociétés pétrolières. Venir au Maroc et investir, ce n'est pas du tout évident lorsque l'économie est dominée par une économie de privilèges et une économie de rente. Et vous avez bien sûr parallèlement les monopoles de droit ou de fait. Donc le problème qui sera posé un jour avec la nouvelle charte d'investissement, c'est comment faire fonctionner les règles de la concurrence pour attirer à la fois les investisseurs nationaux et les investisseurs étrangers. Mais surtout donc, sur des secteurs qui sont oligopolistiques, comme on les appelle, hein, même si l'appellation peut prêter au débat, mais en tout cas, il y a cet aspect de concurrence. Mais pas que, je veux dire, on voit qu'il y a une création de valeur dans l'économie, mais on voit que côté chômage, par exemple, et côté emploi, il y a beaucoup d'emplois qui ont été détruits, notamment à cause du secteur agricole, mais pas que. On a le BTP qui commence à
à battre de l'aile aussi. Et comme on le sait, quand le bâtiment va, tout va. Alors si ces tendances continuent sur 2023, cela n'est pas bon présage pour l'ensemble de l'économie. Si on n'a pas une bonne année agricole, ou si au moins elle n'est pas moyenne, comme le prévoit le projet du budget de 2023. Ah oui, tous les secteurs sont en difficulté, il n'y a pas que l'agriculture. Non, mais surtout il y a le secteur BTP. de l'industrie, avec la destruction des milliers de postes d'emploi. Vous avez également le BTP. Le BTP, pour qu'il fonctionne, il faut qu'il y ait une demande. Pour qu'il y ait une demande, il faut que les Marocains disposent d'un pouvoir d'achat qui va leur permettre de faire l'acquisition d'un appartement ou d'un logement. Donc, c'est une politique d'ensemble. Lorsque vous faites la distribution, la création de la richesse au Maroc, elle est mal répartie. Plus on est riche, plus on devient encore plus riche, plus on est pauvre, on devient encore plus pauvre. Je prends les derniers rapports publiés par l'HCP concernant la pauvreté. Vous avez 3 100 000 Marocains qui ont perdu ou qui ont quitté la classe moyenne pour aller vers la classe pauvre ou bien vulnérable. Donc, en termes de pouvoir d'achat, pour qu'il y ait pouvoir d'achat, il faut qu'il y ait répartition équitable du fruit de la croissance. Malheureusement, avec cette économie qui est basée sur la rente et les privilèges, on n'arrive pas à distribuer correctement. Même l'État, à travers son rôle, essentiellement à travers l'impôt pour jouer le rôle de redistributeur, l'État ne joue pas ce jeu. Oui, absolument. Ce n'est pas une question de recettes, mais aussi de dépenses. J'ai envie juste qu'on termine cette émission avec, en un mot, les perspectives pour vous de 2023. Je sais que l'exercice n'est pas facile, mais vous en êtes capable, j'en doute pas. Zakaria Ferrano. Pour 2023, je pense que si l'agriculture va bien, ça veut dire si on arrive à réaliser la production moyenne de 60 à 75 millions de quintaux, la croissance pourra aller vers les 2-3%. Pas les 4% prévus. Non, 4%. Entre 4% et 2%, c'est hypothétique. Oui. Voilà. Mais normalement, si on arrive à avoir cette année-là une production agricole qui sera dans la moyenne, on pourra avoir une certaine croissance. J'aimerais juste revenir sur un point. Le BTP, qui est très important, ça représente 7% du PIB. Il ne faut pas lâcher de l'œil. Voilà, 7 ou 8% par rapport au PIB. Mais ce qui est très dérangeant dans le BTP, ça veut dire s'il y a un ralentissement, c'est ce qu'on appelle les bilans bancaires. Parce que 30% des bilans bancaires dépendent des collatéraux qui sont l'immobilier. Et donc, il faut prendre ce secteur de façon systémique et non pas uniquement comme les autres secteurs. Un mot, Mohamed Chigar. Je rejoins le professeur Ferrano, mais j'ajoute quelque chose un peu qui n'est pas lié beaucoup plus, qui n'est pas lié à la conjoncture, mais je vois rapidement. Je vois qu'on a la mémoire très courte. Nous avons oublié les leçons de la pandémie. Il est temps de revenir à ces leçons-là pour effectivement tirer les conclusions et aller dans le sens d'une économie mixte où l'État joue un rôle, disons, non pas de stratège, mais beaucoup plus que ça. Pourquoi ? Parce que nous avons un privé, malheureusement, qui reste quand même dans une situation d'attente. Il y a un manque de confiance pour le moment. Et je crois qu'il faut revenir à cette... La guerre de l'Ukraine, c'est évolué peut-être. On voulait quand même faire oublier les leçons de la pandémie. Le tout marché ne marchera jamais. Et merci. Merci beaucoup. Merci à professeur Chigar. Merci, professeur Raj, d'avoir été avec nous. Merci. Et bien sûr, merci à vous également, Zakaria Ferrano. Merci à vous pour votre fidélité à Questions d'Actu. Très bonne soirée à tous.